بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. Bienvenue chers bacheliers et bachelières de la section 4e sciences techniques pour cette séance de révision concernant la discipline génie électrique représentée par votre professeur Mohamed Horcheni sous la direction de notre cher inspecteur monsieur Mourad Haj. Donc comme support d'étude pour cette séance, on va apprendre comme système technique le système d'emboutissage représenté par cette figure. Ce système nous permet de produire des tôles embouties pour des différents usages, comme les socles de fer repassés, les socles de sèche-cheveux, etc. Elle est composée de 3 unités. La préparation des tôles en bande, le découpage des tôles suivant une dimension préréglée et l'emboutissage des tôles en forme prédéfinie. Les 2 premières unités fonctionnent en parallèle et fournissent la matière d'œuvre des 3 unités. Durant cette séance, on va aborder 2 thèmes principaux concernant notre programme officiel qui sont le thème 4 concernant les amplificateurs linéaires intégrés et le thème 5 concernant les réseaux, les systèmes triphasés équilibrés, spécialement les moteurs asynchrones et triphasés. Comme première partie, on va étudier le moteur M2 qui est un moteur asynchrone triphasé chargé de l'entraînement du tapis de transport tapis T2. Soit la caractéristique mécanique présentée par la figure suivante qui représente le couple TU, le couple utile TU en fonction de la fréquence de rotation N. Sur cette figure, on va dresser tout de suite le couple résistant TR du tambour de tapis qui est la charge de notre moteur asynchrone triphasé qui est représenté par la relation suivante, TR égale à 0,04 fois N dont N et c'est la vitesse de rotation de notre moteur. Comme première question, on est demandé de définir le couple pour ces 2 différents points. Le premier point, c'est le point A et le deuxième point, c'est le point B. Prenons tout d'abord le point A. On constate que pour une valeur bien définie pour la vitesse, elle est considérée comme 0 et tout de suite, notre moteur est en arrêt. Donc, ce couple est le couple de démarrage puisque le moteur n'est pas encore en marche. Pour le couple au point B, comme valeur définie, c'est le couple utile. On a 0 comme valeur. Et pour un couple 0, donc le moteur n'est pas lié à une charge. Donc, il fonctionne à vide. On dit qu'on a le couple à vide. Comme deuxième question, on doit représenter sur la même figure le couple résistant de notre charge qui est le tambour du tapis. Pour faire ce boulot, on a besoin d'identifier l'allure de l'équation du couple résistant qui est TR égale à 0,04 N, qui bien évidemment c'est une droite linéaire. Et on sait bien qu'une droite linéaire doit passer par l'origine de notre repère. Donc, pour dresser une droite, on a besoin de 2 points. Donc, on a le premier point qui est l'origine de notre repère. Pour le deuxième point, c'est on prend une valeur quelconque de la vitesse de rotation et on applique à cette équation pour avoir le couple adéquat à cette valeur. On va prendre pour valeur prédéfinie de vitesse de rotation la valeur 1000 tours par minute. En appliquant cette valeur à l'équation de TR, on aura comme couple 40 Nm. Et ce point sera lié avec le point d'origine pour avoir la courbe de notre couple résistant.
cette droite est dressée, bien sûr, pour avoir l'intersection avec la courbe du couple utile pour déterminer le point de fonctionnement de notre moteur dont on a besoin pour déterminer les caractéristiques nominales de ce moteur qui seront demandées à la question suivante. On est demandé de déterminer graphiquement depuis ce point de fonctionnement le couple utile TU et la vitesse nominale de rotation. Comme couple utile, on va prendre la valeur de l'ordonnée de points de fonctionnement de notre repère qui correspond à 58. Donc, notre couple utile sera 58 Nm. Et comme abscisse, c'est la vitesse de rotation nominale N qui est de valeur 1440 tours par minute. Ces valeurs seront utiles tout de suite pour la détermination des autres caractéristiques de notre moteur. La première caractéristique demandée, c'est le calcul de la puissance utile du moteur M2. On sait bien que PU comme formule égale à TU fois oméga. TU est oméga la vitesse de rotation angulaire, puisqu'on a déterminé le couple utile et la vitesse de rotation depuis le graphique, on dit que PU égale TU fois 2Pn sur 60. En utilisant les valeurs numériques, on obtient comme valeur pour la puissance utile 8746,2 watts. Tout de suite, en se référant au tableau de la page 2 du dossier technique présenté avec ce sujet, on va faire le choix du moteur adéquat qui nous permet de faire ce travail d'entraîner le tambour du tapis T2. Ce tableau est celui-ci, dont on a plusieurs références de moteurs qu'on peut utiliser pour faire le travail demandé. Quelle est notre référence ou le repère pour déterminer quel est le moteur adéquat à utiliser pour cette activité? C'est d'utiliser la puissance utile déduite ou la calculée à partir des valeurs graphiques. On a comme puissance utile 8746,2 watts. On va prendre la puissance utile la plus proche ou légèrement supérieure à celle déduite par le calcul et on constate que le moteur adéquat, c'est ce moteur dont sa référence est LS132. L qu'on va utiliser comme moteur pour faire le travail demandé pour notre système technique. On va calculer tout de suite la puissance absorbée PA. La seule solution pour calculer cette puissance, c'est d'utiliser les caractéristiques déjà données avec ce moteur et surtout le rendement, car on sait très bien que le rendement d'un moteur asynchrone triphasé égale à PU sur PA, d'où PA égale à PU sur le rendement. En utilisant les valeurs déjà déduites, on dit que PA égale 8746,2 sur 0,85 qui est le rendement de notre moteur choisi, qui était à peu près égal à 10,29 kW pour puissance absorbée. Est-ce que le démarrage en charge de ce moteur est-il possible? Et on est demandé de justifier notre réponse. Pour cela, on doit revenir à notre graphique et comparer la valeur du moment du couple utile avec le couple de démarrage. Pour démarrer, le moteur a besoin d'un couple qui est représenté au point A. On constate que le couple utile avec lequel le moteur démarre avec une charge liée, elle est inférieure à ce couple, d'où on peut constater directement que le démarrage en charge est possible, car le couple nominal utile de ce moteur est strictement inférieur au couple nominal de démarrage. Quel est le type de démarrage adéquat pour ce moteur? On connaît très bien qu'on a deux types de démarrage pour les moteurs asynchrones triphasés, soit le démarrage direct, soit le démarrage étoile et triangle. Pour choisir le démarrage adéquat, on a une seule solution, c'est de
comparer la puissance utile de notre moteur avec la valeur 5,5 kW. On constaterait bien que le 8746,2 est supérieur à 5,5 kW, donc le démarrage direct n'est plus possible. On est obligé d'utiliser un démarrage étoile et triangle, car la puissance utile nominale de ce moteur est strictement supérieure à la valeur référence de choisir un démarrage adéquat. Pour cela, on va compléter le circuit de puissance pour faire ce type de démarrage. On est demandé de compléter les symboles normalisés des composants qui permettent d'alimenter notre moteur à partir d'un réseau triphasé, qui sont le sectionneur porte fusible Q, le contacteur de ligne CAM1 et le relais thermique F1. Pour symbole pour le sectionneur porte fusible, on va utiliser ce symbole normalisé. De même pour le contacteur et finalement le relais thermique. Il nous reste juste de favoriser le type de démarrage qu'on a choisi, qui est le démarrage étoile et triangle. On a deux contacteurs qui sont le contacteur KM3 et le contacteur KM2. On va utiliser le contacteur KM3 pour le couplage étoile et le contacteur KM2 pour le couplage triangle. En premier temps, on va mettre notre moteur sous tension avec le couplage étoile. Donc, les enroulements seront exposés à la tension, à une tension réduite qui est la tension simple du réseau. Et on sait très bien, pour avoir la tension simple d'un réseau, chaque enroulement de notre moteur doit être lié, doit être encadré par une phase de notre réseau et le neutre pour avoir la tension simple de ce réseau. C'est pour cela que les extrémités de notre contacteur seront liées ensemble, permettant d'avoir un fil neutre pour avoir un couplage étoile. En deuxième temps, on va basculer vers le couplage et triangle et avec la suppression du couplage étoile. Et le moteur et ses enroulements seront alimentés à pleine tension, donc doit avoir la tension composée du réseau. Et pour avoir une tension composée pour chaque enroulement de notre moteur, chaque enroulement doit être alimenté par une phase. Elle est encadrée de deux extrémités par deux phases de notre réseau pour avoir la tension composée de ce réseau. C'est pour cela que les autres extrémités de notre contacteur CAM2, chacune sera liée à une phase dédiée pour avoir le couplage triangle demandé. Donc, c'est le câblage nécessaire pour avoir un démarrage avec la position étoile triangle avec notre secteur triphasé. En deuxième partie, on va faire l'étude du moteur M1 de notre système technique. Ce moteur qui est chargé de l'entraînement de tapis T1. Il est un moteur asynchrone triphasé. Si ces caractéristiques se figurent sur la plaque signalétique représentée sur la figure 2 de la page 2 du dossier technique, il est alimenté par un réseau triphasé 400 volts 50 Hz et on va supposer que les pertes collectives de ce moteur seront nulles pour le reste de l'étude de ce moteur. Le tapis roulant T1 est entraîné à travers un réducteur de vitesse par un moteur asynchrone triphasé M1 dont les caractéristiques vont figurer sur cette plaque signalétique dont on trouve les principales caractéristiques concernant ce moteur et qu'on va utiliser pour le reste du calcul pour déterminer les autres caractéristiques de ce moteur. Chaque enroulement de notre moteur a une résistance mesurée à chaud de valeur égale 3,56 ohms. Comme première question, on va indiquer le couplage adéquat à adopter avec ce moteur en justifiant notre réponse et en le représentant sur la plaque à borne du moteur M1. Donc, pour cela, on va revenir aux caractéristiques déjà données. Premièrement, les tensions de fonctionnement de notre moteur qui sont le 230 et 400 volts.
aussi les tensions concernant notre réseau. Donc, notre moteur est alimenté par un réseau triphasé 400 volts et 400 volts, c'est la tension composée, divisée par racine de 3. On peut déduire la tension simple de ce réseau qui est 230. Donc, en conclusion, le moteur admet comme tension 230, 400 volts et le réseau aussi admet comme tension 230 comme tension simple et 400 volts comme tension composée. C'est pour cela on peut déduire que le couplage nécessaire ou adéquat pour coupler notre moteur avec le réseau, c'est le couplage étoile, car la tension supportée par un seul roulement de notre moteur qui est 230 volts, elle correspond à la tension simple du réseau. Pour représenter ce couplage, il suffit de lier les extrémités de sortie des trois enroulements de notre moteur ensemble, qui sont le W1, le U2 et le W2, le U2 et le V2 pour avoir le couplage étoile avec la plaque à borne de notre moteur. On est demandé de calculer le moment de couple utile TU. On sait très bien que TU égale PU sur oméga. Si on revient à la plaque signalétique de notre moteur, on trouve une valeur en kilowatts et c'est bien évidemment la puissance utile de ce moteur, ainsi que 1440 tours par minute, c'est la tension, c'est la fréquence de rotation de ce moteur et bien évidemment on peut calculer notre couple utile, d'où égale PU sur 2PN sur 60 et comme valeur numérique en utilisant les valeurs déduites par la plaque signalétique, on aura comme couple utile 23,87 Newton mètre. En troisième question, on va déduire la relation entre la puissance mécanique P' et la puissance utile PU, et puis déduire la valeur de P'. Pour achever cette activité et avoir la solution adéquate, on doit avoir dans notre pensée le bilan de puissance des moteurs asynchrones triphasés. On constate ici que ce sont les deux puissances demandées, qui sont la puissance mécanique P' et la puissance utile PU. Entre ces deux puissances, on a une petite perte qui est les pertes mécaniques. Pour avoir la relation, on va avoir besoin de PM. Mais depuis le départ de cette activité, on a dit que les pertes collectives pour ce moteur sont nulles. Quelles sont les pertes collectives d'un moteur asynchrone triphasé? Sont les pertes ferrostatoriques et les pertes mécaniques, puisque tout ensemble elles sont négligeables, donc les pertes mécaniques aussi sont négligeables et égales à 0. C'est pour cela, selon le bilan de puissance de ce moteur, on a que P' moins PM, si on enlève les pertes mécaniques de la puissance mécanique, on aura notre puissance utile. Et puisque PM égale 0 watts, d'où P' directement égale PU, qui est égal à la valeur présente à la plaque signalétique, qui est la puissance utile, qui est de 3,6 kW ou 3600 watts. Calculer le glissement G de moteur M1. Donc, comme formule G égale la vitesse de synchronisme NS moins la vitesse nominale N sur NS. Et puisque on a déduit de la plaque signalétique que la vitesse nominale de ce moteur est de 1440 tours par minute, on peut déduire directement la vitesse de synchronisme d'un tel moteur qui est de 1500 tours par minute, d'où la valeur du glissement en appliquant les valeurs numériques, 1500 moins 1440 sur 1500, qui nous donnera un rapport de glissement de 0,04. Si on est demandé de définir cette valeur en pourcentage, c'est juste de multiplier cette valeur par 100 et on aura le glissement en pourcent égal à 4%. Calculer la puissance transmise au rotor, PTR. Donc ici, on va combiner quelques formules de notre bilan de puissance pour avoir cette expression. On sait très bien que
PTR, c'est la puissance mécanique plus les pertes PGR. On peut déduire la puissance PTR. On va utiliser cette démarche. Donc, on dit que PTR moins PGR, qui sont les pertes joules rotoriques, donnent la puissance mécanique P'. Si on remplace PGR par sa formule de calcul qui est G fois PTR, donc on aura PTR moins G fois PTR égale P'. Si on met PTR en facteur, on aura PTR facteur de 1 moins G égale puissance mécanique P', et par la suite PTR qui est la puissance demandée égale à P' sur 1 moins G. On a toutes nos valeurs, donc on peut appliquer numériquement les valeurs déjà utilisées. Donc on aura comme puissance transmise 3750 watts. On passe pour la suite pour le calcul des pertes joules rotoriques par la seule formule de ces pertes qui est PGR égale G fois PTR, puisqu'on a calculé la puissance transmise et on a calculé déjà le glissement. Donc automatiquement, directement, on peut déduire la valeur numérique de PGR qui est de 150 watts. Calculer les pertes par effet joule au stator, PJS. Pour faire cette tâche, donc on doit savoir quel est le couplage de notre moteur. On a déterminé avant que le couplage nécessaire pour ce moteur M1, c'est le couplage étoile. Et puisque la résistance présente à la plaque signalétique, elle est d'un seul enroulement, donc on doit utiliser la formule suivante qui dit que PJS égale 3RI carré. Les applications numériques, on va prendre comme courant intensité 8, c'est à partir de la plaque signalétique, on a ici les courants. Ce premier courant, c'est le courant pour le couplage triangle, et le 8, c'est pour le couplage étoile déjà choisi pour notre moteur. Donc, on obtient pour valeur numérique de perte joule statorique 683,52 watts. Par la suite, il nous demande de calculer la puissance absorbée, la puissance active absorbée pour ce moteur, et grâce au bilan, bien évidemment. Si on revient au bilan, donc on a PA est égal PTR plus PJS plus que les pertes collectives déjà négligées. Donc il ne reste que entre la puissance transmise et la puissance absorbée que les pertes joules statoriques déjà calculées, d'où PA égale à la valeur de puissance transmise plus la valeur des pertes joules statoriques, ce qui nous donne une valeur numérique de 4433,52 watts comme puissance absorbée. Pour vérifier la valeur de la puissance absorbée PA, on a utilisé comme méthode de mesure la méthode de 2 wattmètres. On obtient pour le premier wattmètre une valeur PA1 5 kW, alors lors de la lecture du deuxième wattmètre, sa valeur était illisible. C'est pour cela qu'on va calculer la puissance déjà mesurée par le deuxième wattmètre en utilisant la caractéristique qui dit pour cette méthode de mesure que la puissance absorbée totale pour un moteur à partir d'un réseau triphasé, c'est la puissance mesurée par le premier wattmètre et la puissance mesurée par le deuxième wattmètre. Et puisqu'on a par le calcul la puissance absorbée et la puissance déjà lue sur le premier wattmètre, on peut déduire la puissance qu'on n'a pas pu lire sur le deuxième wattmètre, qui est donc par cette expression, on dit que PA2 est égal à PA moins PA1, qui est 4433,52, moins 5000 watts, qui sont les 5 kW déjà donnés par le premier wattmètre. On aura comme valeur prévue affichée sur le deuxième wattmètre de moins 566,48 watts. Par la suite, on est demandé de déterminer le facteur de puissance cos-phi qui se présente à la formule de la puissance absorbée qui dit que PA est égal à racine de 3 fois U fois I cos-phi, d'où cos-phi égale PA sur racine de 3 UI, et par valeur numérique, on obtient comme facteur de puissance cos-phi 0,08.
finalement, pour ce moteur, on est demandé de calculer le rendement en pourcent. Donc, on sait très bien que le rendement est PU sur PA, et puisqu'il est demandé en pourcent, on va multiplier ce quotient par 100. On obtient 3600 sur 4433,52 fois 100. On aura un rendement de 81,2% pour ce moteur M1. On passe à la troisième partie pour notre science, c'est l'étude de la carte de contrôle de longueur des tôles, puisque notre système technique est chargé de découper des tôles en des mesures bien définies. Se référer par la suite de travail à la figure 3 qu'on va afficher par la suite de la page 3 de ces techniques. Les longueurs des tôles découpées et mesurées par un capteur laser Doppler. L'erreur de longueur de chaque tôle est tolérée de plus ou moins 2 mm. Donc, la longueur de ces tôles ne doit pas dépasser en excès ou en mine de 2 mm. Le capteur laser de Doppler convertit la longueur mesurée en une tension proportionnelle à cette longueur. Cette tension sera injectée à l'entrée d'une carte électronique à base d'amplificateur linéaire intégré, comme le montre la figure 3 de cette carte. Cette carte a comme rôle primordial de commander le moteur de réglage de la butée M3 comme suit. Si l'erreur est positive, l'erreur de longueur a dépassé 2 mm. Le moteur va tourner d'un quart de tour en avant. Et si l'erreur est négative, elle est plus que moins 2 mm, le moteur va tourner d'un quart de tour en arrière. Ce schéma ou cette figure représente la carte où sera injectée la tension convertie par le capteur laser Doppler qui représente la longueur de la tôle découpée. On a subdivisé cette carte pour la bien étudier en 5 blocs A, B, C, D et E, dont on trouve 5 amplificateurs linéaires intégrés de allée 1 jusqu'à allée 5 et un étage de puissance qui nous permettra de commander le sens de rotation de notre moteur, soit dans le sens 1 qui est le sens avant ou le sens 2 qui est le sens arrière. Passons à l'étude de cette carte. On va compléter en premier temps le tableau suivant en mettant une croix dans la case correspondante. On est demandé de déterminer quoi? À partir des 4 montages des 4 premiers amplificateurs allées 1, 2, 3 et 4, de déterminer pour chaque amplificateur le type de sa polarisation, soit symétrique ou asymétrique, et le régime de fonctionnement de chaque allié, soit le régime linéaire ou le régime saturé. En retournant à notre carte, prenons le premier amplificateur, on peut remarquer que l'amplification positive et l'amplification négative ne sont pas identiques, elles sont différentes. Donc on dit que notre amplificateur admet une polarisation asymétrique, alors que son fonctionnement, on constate qu'il fonctionne en boucle fermée sur l'entrée non inverseuse de cet amplificateur, d'où le régime linéaire de son fonctionnement. De même pour l'amplificateur 2, sa polarisation est asymétrique puisque la polarisation positive et négative sont différentes, et de même, il fonctionne en boucle fermée sur l'entrée non inverseuse, dont on admet que son régime de fonctionnement, c'est le régime linéaire. Pour l'allée 3, on constate que la polarisation positive et négative sont identiques, donc on dit qu'on est dans le cas d'une polarisation symétrique, et il fonctionne en boucle fermée sur l'entrée non inverseuse, donc aussi comme les deux autres amplis, c'est le régime linéaire. Passons aux amplificateurs 4 et 5 qui sont presque identiques. Pour la polarisation, tous les deux admet une polarisation symétrique puisque la polarisation est comprise entre plus VCC et moins VCC, alors que le fonctionnement est en boucle ouverte, et bien évidemment, si la boucle est ouverte, c'est sans discussion, c'est le régime saturé. C'est pour cela qu'on va cocher les bonnes cases dans notre tableau.
Pour l'allée 1, on a l'allée 1 et l'allée 2, la polarisation est asymétrique et le régime est linéaire. Pour l'allée 3, la polarisation est symétrique et le régime linéaire, alors que pour l'allée 4, comme l'allée 5 aussi, la polarisation est symétrique, alors que le régime de fonctionnement, c'est le régime saturé. On va étudier notre carte bloc par bloc pour simplifier l'étude de cette carte. Commençons par notre carte bloc par bloc pour simplifier l'étude de cette carte. On va commencer par le bloc A. On est demandé d'exprimer la tension V2 en fonction de V1. C'est quoi V2 et V1? Revenons à notre bloc séparé tout seul. On constate que la tension V1, c'est la tension d'entrée pour cet amplificateur, alors que la tension V2, c'est la tension de sortie. On doit constater plus précisément que cet amplificateur, c'est un amplificateur et suiveur. Et tout de suite, on peut dire ou on peut déterminer directement que V2 égale à V1, puisque pour un amplificateur suiveur, la tension de sortie suit la tension d'entrée. Pour le bloc B maintenant, il nous demandait d'exprimer le courant I en fonction de la tension V2 et la résistance R3. Pour faire cette tâche, on doit utiliser la loi de May, les lois de Kirchhoff, loi de May et loi de Neu. On va utiliser la loi de May. On va considérer, puisqu'on est demandé de déterminer I en fonction de V2 et R1, la maille 1, déjà présentée ici. Cette maille nous permet de dire que V2 plus R1 fois I, qui est la tension aux bornes de la résistance R1, égale 0. Alors, directement, on peut dire que I1 égale à moins V2 sur R1. Comme deuxième question, il nous demande d'exprimer V3 en fonction de I, R1 et R2. Pour cela, on va utiliser une deuxième maille, qui est cette maille 2. Donc, on peut dire, selon cette maille, on a V3 plus I en facteur de R1 plus R2 égale 0. Alors, V3 égale à moins I au facteur de R1 plus R2. Déduire, puisqu'on a déduire, donc on va utiliser les expressions déjà déterminées précédemment, l'expression de V3 en fonction de V2, R1 et R2. Et pour faire cette tâche, c'est tout simplement d'utiliser les expressions déjà faites en remplaçant l'entité I par son expression pour avoir la relation demandée. Donc, on a V3 est égal, en remplaçant ici I par moins V2 sur R1, on aura V3 est égal à V2 sur R1, facteur de R1 plus R2 égale 0, d'où directement on peut dire que V3 est égal, le rapport des résistances R1 plus R2 sur R1, facteur de V2. Et donner le nom de ce montage, en utilisant cette expression finale qui est la tension d'entrée, la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée de cet amplificateur, on peut constater que notre amplificateur est bien clair que c'est un amplificateur non inverseur. Passons maintenant à l'étude de bloc D. Qu'appelle-t-on le montage réalisé par l'allié 4 ou l'allié 5? C'est notre bloc à étudier, puisqu'on a dit que ces deux amplificateurs sont presque identiques. Donc, quelle est la fonction ou qu'appelle-t-on le montage réalisé par un tel amplificateur? Puisqu'on a dit que c'est un amplificateur qui fonctionne en boucle ouverte, c'est bien clair qu'on peut dire que ces deux alliés sont des comparateurs non inverseurs à simple seuil. Par la suite, il nous demande quelle est la valeur de seuil de ces amplificateurs, puisqu'on a dit que ce sont des comparateurs à simple seuil. Revenons au montage des deux alliés pour déduire la tension de seuil de l'ampli 4 et la tension de seuil de l'ampli 5. La tension d'entrée pour les deux alliés, c'est une tension commune qui est V4 venant du bloc C précédemment. Donc, c'est une entrée commune qui entre aux entrées non inverseuses des deux amplis pour
savoir quel est le seuil, ce sont les deux tensions de référence appliquées aux deux entrées non inverseurs de chaque amplificateur. Pour l'ampli 4, la tension de ces c'est 2 volts, selon le schéma présenté pour cet amplificateur. Et pour l'ampli 5, c'est moins 2 volts. Ce sont les deux références, les deux seuils des deux amplificateurs qui composent le bloc D. Complétez le tableau suivant par les valeurs de V5 pour chaque cas. C'est quoi V5? C'est la tension de sortie de l'amplificateur 4. Et par la suite, on doit savoir, bien sûr, la caractéristique d'un comparateur non inverseur à simple seuil, c'est que la tension de sortie est proportionnelle, elle est en fonction de la différence de potentiel entre la borne non inverseuse et la borne inverseuse qu'on appelle VD. Et on rappelle que pour un comparateur simple seuil, la tension de sortie dépend de cette tension VD. On dit que si VD elle est strictement positive, cela veut dire que la tension appliquée à la borne non inverseuse est supérieure à celle appliquée à la borne non inverseuse, donc VD strictement supérieur à 0, d'où la tension de sortie va prendre la valeur de la polarisation positive qui est plus VCC, puisque cette sortie ne peut prendre que l'une des deux valeurs, soit le plus VCC, la polarisation positive, ou le moins VCC, qui est la polarisation négative. Donc, dans le premier cas, si V4 est strictement inférieur à 2, donc la tension V4 qui est appliquée à la borne non inverseuse est inférieure à celle appliquée à la borne inverseuse, donc on aura une tension VD strictement négative, et puisque cette tension est strictement négative, la tension de sortie doit prendre la valeur de la polarisation négative de cet amplificateur qui est moins VCC, qu'on a dit qu'elle est égale à moins 12 volts et plus 12 volts pour VCC. D'où, pour la première case de notre tableau, on aura comme valeur pour V5 moins 12 volts. Dans le cas contraire, si V4 est strictement supérieur à la valeur de référence ou le seuil de notre ampli, donc on aura une VD strictement positif et par la suite, la tension de sortie de cet amplificateur va prendre la valeur de la polarisation positive plus VCC qui est 12 volts. On va tracer sur le graphe ci-contre, ce graphe, la caractéristique de transfert V5 en fonction de V4 pour l'ampli 4 en indiquant sur le même graphe le seuil de basculement. Donc, on va dresser l'allure de la tension V5 et la tension de sortie de l'allié 4 en fonction de la tension d'entrée V4 pour ce même amplificateur. On va positionner notre seuil qui est de 2 volts qu'on a déterminé auparavant. Les deux tensions maximales ou de polarisation qui sont 12 volts et moins 12 volts. Notre allure sera représentée par cette courbe. Expliquant cette allure, on a dit que si V4 est inférieur au seuil, donc qui est ce seuil où se fait le basculement de la valeur moins 12 vers la valeur 12, à la partie on est une valeur inférieure à 2 volts, de 2 volts à moins l'infini, la tension de sortie aura moins 12 volts puisque la tension VD sera négative. Alors qu'en dépassant le seuil de volts, donc V4 dépasse 2 volts, donc VD sera positif et pour cela, jusqu'à plus l'infini, on aura une tension continue à la valeur 12 volts. C'est pour cela qu'on a cette allure de la caractéristique de transfert de l'ampli 4. Passons au bloc E, qui est le bloc de puissance de notre carte de commande du moteur M3. Donné le type des transistors utilisés, qui sont les transistors de commande de les 4 transistors de T1 jusqu'à T4 pour commander le sens de rotation du moteur M3, on connaît deux types de transistors, que sont les transistors NPN et
PNP. On constate pour le T1 et le T4, selon leur symbole normalisé, ce sont des transistors NPN, alors que T2 et T3, ce sont des transistors de type PNP. Tout de suite, on va compléter le tableau qui sera donné afin de savoir le sens de rotation de moteur de chaque cas donné. On va utiliser S comme saturé et B comme bloqué pour les transistors, pour déduire l'état de chaque transistor des 4 transistors de notre bloc. Et pour le moteur, on va déterminer s'il tourne en sens 1, en sens 2 ou il est en arrêt. C'est le tableau demandé à remplir. On va commencer par les valeurs données de la tension d'entrée des amplis ALE4 et ALE5 V4. On a pris 3 valeurs distinctes, 3 volts, 0 volts et moins 3 volts. Commençons par 3 volts. On va déduire la tension de sortie de l'ALE4 et la tension de sortie de l'ALE5. Quelles sont ces valeurs? Puisque ces deux, l'ALE4 admet une tension de seuil, valeur de seuil de 2 volts, alors que l'ALE5, sa valeur de seuil est moins 2. 3, elle est supérieure à 2 et supérieure à moins 2. Donc, les deux alliés vont prendre la polarisation positive qui est de valeur 12 volts. Donc, pour les transistors T1 et T4, on a déduit précédemment que ces deux transistors sont de type NPN. Donc, pour ce type de transistor, on doit avoir une tension à la base de ce type de transistor strictement positif, supérieur à 0, pour avoir un transistor saturé, pour passer l'information. Alors que si la tension de base d'un tel transistor elle est inférieure ou égale à 0, donc notre transistor sera bloqué. Puisque la tension V5, c'est celle qui sera appliquée aux bases des transistors T1 et T4, elle est positive, donc on aura ces deux transistors T1 et T4 à l'état saturé, c'est-à-dire ils sont passants. Alors que les transistors T2 et T3, ce sont du type PNP. Pour ce type de transistor, pour avoir l'état saturé, on doit appliquer une tension qui est inférieure ou égale à 0. Alors que ici, dans notre cas, la tension est strictement supérieure à 0, ce qui va bloquer ces deux transistors. Donc, on aura un état bloqué pour les deux transistors. Revenons à l'étage de puissance. On a T1, T4 saturé et passant et T2, T3 bloqué. Donc, la tension d'alimentation, elle va prendre comme chemin de passage par le transistor T1 passant par le point A, le moteur M3, puis le point B et le transistor T4 arrivant au potentiel 0, c'est le ground, la terre. Donc, on constate ici que l'alimentation va permettre au moteur de tourner dans le sens 1. C'est pour cela, pour l'état de moteur, on va dire qu'il tourne dans le sens 1. Prenons le deuxième cas, c'est le 0 volt pour la tension d'entrée des deux amplis comme tension d'entrée. 0, elle est inférieure à 2 volts nécessaire pour déterminer la valeur de V5 est supérieure à moins 2 volts pour déterminer la valeur de V6, inférieure donc nous donne moins 12 volts, alors que pour V6, elle va avoir 12 volts puisque le 0 volt est encore supérieur à moins 2. Moins 12 pour T1 et T4 qui est tension strictement inférieure à 0, donc ils seront bloqués. Alors que la valeur de V6 reste la même comme l'autre cas. Donc, bien évidemment, on aura le même état pour les deux transistors T2 et T3, qui l'état est bloqué. Les 4 transistors pour l'étage de notre commande de notre moteur sont tous bloqués. Donc, on n'aura pas un circuit fermé qui nous permet de propager la tension d'alimentation à travers ce moteur. Donc, le moteur ne peut tourner dans n'importe quel sens, donc il sera
en arrêt puisqu'il n'est plus alimenté. Prenons le dernier cas qui prend pour tension d'entrée pour les deux amplificateurs de valeur moins 3 volts. Moins 3, elle est inférieure à 2 volts et inférieure à moins 2 volts. Donc, pour le premier amplificateur, l'ampli 4, donc VD est négatif, donc on aura moins 12 volts. Et de même pour le deuxième amplificateur qui est l'allié 5, moins 3, elle est inférieure à moins 2. Donc il va prendre la valeur négative de la polarisation qui est moins 12. Moins 12 ne peut pas saturer les transistors T1 et T2 puisqu'ils ont besoin d'une tension supérieure à 0 pour être saturés, donc ils seront bloqués, alors que pour les deux transistors, on est dans le bon cas, puisque pour avoir un état saturé pour ces deux transistors, on doit appliquer à leur base une tension inférieure ou égale à 0, et c'est le cas d'où les deux transistors T2 et T3 seront saturés, passants. Donc on aura un deuxième schéma pour alimenter notre moteur par le 220 volts. Cette fois, la tension va se propager suivant le transistor T2, passant par le point B, le moteur M3, sortant par le point A et le transistor T3 pour achever le chemin de propagation. Et dans ce cas, on peut admettre que le sens de rotation du moteur sera le sens opposé à l'autre cas, qui est le sens 2, et bien évidemment, le moteur va tourner, mais cette fois dans le sens 2. On arrive à la fin de cette séance. J'espère bien la bonne acquisition des informations propagées ou données durant cette séance, et je vous souhaite tous la bonne réussite et merci pour votre attention. بكالوريا 2025 إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.